Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour parler influence et surtout âge 2 de l'influence. Alors si on dit âge 2, évidemment ça sous-entend qu'il y a eu un premier âge de l'influence, un premier âge qu'on a connu, qu'on connaît depuis un petit moment déjà, j'ai envie de dire presque depuis les années 50, depuis la grande époque hollywoodienne où les stars représentaient des marques et où finalement les stars, puis les mannequins, puis des personnages issus de la télé-réalité, des chanteurs, etc., sont devenus pour devenir les porte-parole des marques, mais aussi des influenceurs, des leaders d'opinion qu'on oublie souvent dans d'autres domaines, dans les domaines de l'innovation, des idées, de la philosophie, etc., sont aussi des influenceurs. Et alors, c'est une époque qui semble révolue puisqu'on appelle cette keynote l'âge 2 de l'influence. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'aujourd'hui on puisse déterminer, et c'est quand même un passage important, qu'on change d'air? Il s'est passé qu'en fait, on est rentré de plein pied dans le monde digital. Nous tous qui sommes ici ce soir, on a vécu comme l'essentiel du monde des moments, des mois, chez nous, en fait, qui ont accéléré le monde digital. Et ils l'ont tellement accéléré, en fait, qu'on est rentré dans une nouvelle ère, et on en est vraiment au tout début. On pourrait le comparer à l'Internet des années 95-2000, où on se rendrait à peine compte de ce qu'allait devenir, des enjeux et de ce qu'allait devenir notre monde technologique, connecté, tout le temps les mains dans le téléphone. Et là, aujourd'hui, ce monde dans lequel on rentre s'appelle la métaverse. Alors la métaverse, ça paraît assez compliqué comme ça, mais comme pouvait l'être Internet à l'époque. C'est un mot, en fait, qui vient d'un roman d'un auteur américain qui s'appelle Neil Stephenson. Ce roman s'appelle Snow Crash, et ce roman est une dystopie. Il a été écrit en 1992, et dans ce roman, il décrit un personnage qui va vivre, en fait, une partie dans le monde réel, une partie dans le monde virtuel, parce que c'est ça la métaverse, en fait. C'est vivre d'un côté le monde réel et de notre côté le monde virtuel. Et cette accélération technologique qui nous projette dans le monde virtuel, elle est très très présente. Selon une étude Wunderman Thompson Intelligence, 93% des consommateurs mondiaux disent que la technologie est notre avenir. Et 76% affirment que leur vie et leur activité quotidienne dépendent de la technologie. Alors j'imagine que vous vous reconnaissez là-dedans, en tout cas certains d'entre vous. Alors qu'est-ce que c'est concrètement la métaverse ? Et comment on peut voir qu'on est rentré dans ce monde-là? Souvent, j'aime bien regarder ce qui se passe du côté du monde artistique. Le monde artistique, c'est l'avant-garde de notre société. Ici, vous avez un détail d'une œuvre d'un artiste américain qui s'appelle Beeple, qui s'appelle Every Days, les 5000 premiers jours. C'est une œuvre complètement digitale, complètement numérique, qui a été vendue en mars dernier pratiquement 70 millions de dollars par la maison d'enchères Christie's. C'est un montant record. Ça propulse Beeple dans les 3 premiers artistes mondiaux en termes de prix de vente, derrière David Hockney et Jeff Koons. Donc c'est pas rien. Et cette œuvre est très originale. Chaque jour, l'artiste a rajouté un élément numérique, digital, que ce soit vidéo ou image, ou un objet attaché, et il l'a commercialisé en tant que NFT. Jeton non fongible en français. C'est-à-dire c'est un objet de collection numérique qui utilise la technologie blockchain comme authentification et qui permet d'authentifier cette œuvre et qu'elle dure dans le temps et qu'elle appartienne en fait à ses propriétaires dans le temps alors que c'est un élément dématérialisé. Qu'est-ce qui permet aussi de dire qu'on est rentré de plein pied dans ce monde de la métaverse? Alors, on peut faire confiance à Mark Zuckerberg pour que dès qu'il y a une innovation qui va rapporter financièrement, il soit présent. Et donc, c'est le cas. Il a annoncé, il y a très peu de temps, en juillet, que la métaverse était l'avenir de son entreprise. Alors, c'est une vision tout à fait nouvelle. Jusqu'à présent, il nous avait habitués à parler de modèles publicitaires ou d'expansion de communautés. Et là, en fait, il nous parle de construire la métaverse, c'est-à-dire, en fait, de rentrer dans ce monde virtuel, de nous faire tous rentrer dans ce monde virtuel. Et évidemment, tous les grands acteurs, comme Netflix aussi, s'intéressent à ce monde-là.
en fait, vous le connaissez, ce monde-là. Vous le connaissez, vous vivez dedans pour la plupart, parce qu'il s'agit essentiellement du monde du gaming. C'est le monde de Fortnite, par exemple. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer à Fortnite, mais un tiers des adultes au monde jouent à Fortnite. C'est gigantesque. C'est absolument présent dans toutes les vies. Et dans ces jeux-là, depuis quelque temps, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que jouer. On vit aussi des expériences, on vit des concerts, comme là, le concert d'Ariana Grande. C'est une expérience musicale, mais c'est aussi des mini-jeux et plein d'aventures que les joueurs peuvent vivre. C'est un nouveau lieu d'expérience. Et évidemment, extrêmement lucratif, à la fois pour Apple et pour Google, qui distribuent ces jeux, et qui prennent au passage des retenues de l'ordre de 30%. Il n'y a pas que les adultes qui sont impactés, il y a aussi les enfants. Ça se passe dans un jeu qui s'appelle Roblox, et bien sûr dans lequel, évidemment, quand il y a de l'influence à faire, quand il y a de l'esprit qui est captif, évidemment qu'il y a de l'influence, et évidemment qu'il y a de la publicité, et évidemment que les marques vont s'engouffrer dans ces mondes virtuels et parallèles, comme l'a fait Vance ici dans le monde de Roblox. Le monde de Roblox, c'est une plateforme sur laquelle, si vous avez des enfants qui ont 8 ans et plus, à peu près sûr qu'ils sont dedans. C'est une plateforme dans laquelle ça paraît très anodin parce que ce sont les utilisateurs qui construisent des jeux. Il y a à peu près 20 millions de jeux qui sont disponibles et il y a 115 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est comme Fortnite, des jeux qui sont truffés de paiements, en fait, pour améliorer de micro-choses, de micro-objets qu'on peut aller acheter pour aller améliorer son avatar, et avec une monnaie qui s'appelle le Robux. Donc chaque plateforme a sa monnaie. Donc vos petits dépensent de l'argent aujourd'hui pour aller chercher, pour améliorer leur avatar, le chausser de tennis Vans ou jouer au jeu Vans, par exemple. Et donc, on voit bien qu'on a ici un nouveau monde dans lequel l'influence peut s'exercer, à la fois l'influence des musiciens, l'influence qui viennent faire leurs concerts, l'influence de personnalités, mais aussi l'influence des marques. Et donc Balmain ou Burberry l'ont bien compris, qui investissent ces jeux-là. Et l'influence, le monde virtuel, la métaverse, comme on le disait tout à l'heure, a pris aussi une autre forme, c'est celle de l'influenceur digital, qui commence de plus en plus à être présent et qui, depuis peu, prend un nouveau visage, c'est-à-dire le visage d'une influenceuse. Ici, vous avez l'influenceuse chinoise Angel, c'est une vie influenceuse, comme on dit, virtuelle influenceuse, qui a des défauts, en fait. Elle n'est pas parfaite, elle ne représente pas le modèle parfait de la beauté chinoise, et on voit en fait que les créateurs d'avatars sont à la recherche de quelque chose de plus authentique, qui parle mieux aux jeunes. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, en fait, dans un monde qui va changer et qui se polarise et qui accélère du point de vue virtuel, il y a un contrepoids qui se crée, forcément. La nature humaine déteste le déséquilibre. Et cet équilibre, en fait, il est créé par des gens qui sont en quête d'authenticité, de relations humaines vraies. Plus on a de virtuel, plus il faut de relations humaines vraies. Et parmi les meilleurs exemples, et parmi ceux qui étaient les plus présents sur le digital ces derniers mois et qui avaient déjà cette expérience de digital, il y a bien sûr les DNVB. Les DNVB, Digitally Native Vertical Brand, c'est un modèle en fait de start-up qui propose des biens de consommation. Normalement, une start-up ne propose pas des biens de consommation, elle propose des services ou elle propose du hard ou du soft. Et DNVB, ça veut dire Digitally Native, c'est-à-dire que l'expérience naît sur le monde digital. Vertical Brand, ça veut dire que le modèle, en fait, est verticalisé depuis l'approvisionnement jusqu'au client final, avec le moins d'intermédiaires possible. Et dans ce monde-là, en fait, j'ai voulu aujourd'hui appeler 3 acteurs des DNVB
pour justement confronter cette vision presque pas futuriste et la vision du monde, leur vision du monde plus humaniste. Donc, je suis ravie d'accueillir Romain Trébul, qui est le fondateur de Circle Sportswear. Hello Romain. Salut, voilà, si tu veux prendre place. Kevin Aroua, qui est le fondateur de Think Protein. Et Benoît Vochtanka, qui est le cofondateur de Bonne Gueule. Alors, je ne vous ai pas présenté volontairement parce que je pense que vous le faites bien mieux que moi. Romain. Okay. Qu'est-ce que Circle? Circle, donc il me reste 44 minutes. C'est ça, exactement. Je pense au copain. Je vais essayer de faire un peu moins. Donc moi j'ai fondé Circle en mars 2020, juste à l'arrivée de ce nouveau monde dont tu parlais, à l'arrivée du Covid. Donc je vais pouvoir vous en parler parce que je n'ai pas connu d'autres mondes depuis que j'ai lancé ma marque que le monde digital. Donc Circle Sportswear, avant de créer cette marque-là, j'ai évolué pendant 5 ans chez L'Oréal. J'ai d'abord créé une start-up, ensuite dans la tech. Et là, j'ai voulu allier passion et engagement. Où en gros, il y a 1 an et demi, j'ai fait un voyage un peu partout dans le monde et j'ai découvert que la pollution était vraiment présente partout dans le monde. J'avais envie d'apprendre à surfer. Et en revenant en France, j'ai vu que tous mes vêtements pour faire du sport étaient fabriqués à l'autre bout du monde, à partir de pétrole ou de matériaux vierges. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer Circle Sportswear. Donc, je suis cofondé Circle Sportswear, qui est une marque qui s'est construite avec sa communauté depuis le début. Et on s'est lancé il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, on se développe en France et déjà un peu partout en Europe. Et ce sont des vêtements qui sont recyclés, oui, recyclables et pensés dans l'économie circulaire. Exactement. Alors, là, il y a des gros mots là, peut-être. Ouais, on y va. Donc, en gros, Circle, c'est pour l'économie circulaire. Très rapidement, on s'est basé sur 5 piliers clés. Le premier, c'est qu'on n'utilise que des matériaux recyclés ou naturels qui ont le minimum d'impact environnemental. On fabrique le tout en circuit court, puisque du matériau recyclé jusqu'au consommateur final, on a maximum 3000 km. C'est des bouteilles en plastique recyclées ou des déchets plastiques recyclés en Italie, en Espagne. La fabrication est en France ou au Portugal. Voilà. Troisième aspect, c'est qu'on s'est lancé avec des modèles de précommande, ce qui évite de faire toute une surproduction et du coup de fabriquer au plus juste. Ensuite, on réalise 60% de nos livraisons à vélo, donc aussi dans la logistique, on essaie d'être le plus clean possible. Et ça, c'est possible aussi grâce à nos ambassadeurs. Et le 5e point, c'est qu'on a développé une technologie qui permet de séparer toutes les fibres de nos vêtements pour pouvoir les recycler et fabriquer les futures collections avec. Donc, on utilise des déchets ou des matériaux qui existent déjà. Et à la fin, on ne laisse rien puisqu'on sait refabriquer des choses avec. C'est ça, en quelques mots, l'économie circulaire. C'est ce qui fait de ta proposition une proposition de valeur unique au monde aujourd'hui. Oui, c'est bien vendu. Ouais. Unique au monde. Ouais, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution complète comme ça. Et on l'a mis en place dans un temps record. Maintenant, on a industrialisé ce modèle. En tout cas, ça résonne énormément auprès d'énormément de sportifs. Merci Romain. Je t'en prie. Kevin, toi tu as créé une start-up qui s'appelle Think. Et c'est une pionnière dans le plant-based food, protéines végétales. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Pourquoi, comment l'envie t'est venue et quand tu veux changer le monde? Oui, alors je suis cofondateur de Think. Think, c'est une start-up dans la food tech. On fait des boissons protéinées et des barres protéinées bio, vegan, sans édulcorants, 100% naturel et super bon au goût, important de le préciser. C'est né en fait simplement parce qu'on consommait des compléments alimentaires dans le cadre du fitness ou du sport. On ne trouvait pas ce qu'on voulait sur le marché. Du coup, on l'a créé. Intolérant au lactose, il ne fallait pas prendre de lait, donc c'est pour ça qu'on est parti sur les plantes au tout départ. Et on a fini par se rendre compte que, évidemment, la consommation de protéines végétales était beaucoup plus respectueuse pour la planète que la consommation animale. Et c'est comme ça qu'on a créé Think. Et est-ce que c'est une marque qui s'adresse exclusivement aux sportifs qui veulent se complémenter en protéines? Non, quoi le projet, pas essentiellement. C'est créé par des sportifs pour des sportifs, mais on a des produits comme les barres protéinées qui sont des très bons encas à prendre au lieu de prendre une connerie, une cochonnerie à 4 heures ou en collation. Et ça s'adresse à des personnes qui sont actives simplement, qui font du yoga ou autre. On donne tout type du coup de clients. On a beaucoup aussi de véganes qui ont besoin du coup d'augmenter leurs apports protéinés
pour atteindre justement en fait, une nutrition équilibrée et qui ont du mal à trouver les protéines végétales dans l'alimentation naturelle. Oui, parce que là aussi, on observe un vrai changement des clients en fait, et du comportement, et de plus en plus de gens qui se dirigent plus ou moins rapidement vers des régimes sans protéines animales. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Merci Kevin. Benoît, alors toi tu es le vétéran des trois, Oui. parce que ça fait déjà depuis 2009 que tu as créé le blog... 2007. 2007, pardon, que tu as créé le blog Bonne Gueule, et tu es là à double titre, parce que tu es à la fois du coup grâce à ce blog influenceur, Oui. et en ayant créé la marque Bonne Gueule, bah, tu es aussi cofondateur d'une marque de vêtements. C'est des vêtements qui défendent un point de vue, le point de vue du savoir-faire, le point de vue Oui. de la responsabilité. Oui. Tu peux nous raconter tout ça? Oui, effectivement, donc j'ai commencé en 2007 en tant que blog, vraiment en tant que média, où le parti pris, ça a été de parler du vêtement sous un angle très concret, avec beaucoup de pédagogie. Moi, je suis quelqu'un de très produit sur comment c'est fabriqué, pourquoi, quel tissu choisir, pourquoi une chemise coûte 50 € et une autre peut coûter 150. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions sur les produits de mes deux collègues. Et après, du coup, en 2014, on s'est dit, pourquoi, après avoir fait beaucoup de contenu sur le sujet, pourquoi ne pas aller plus loin et faire notre propre marque de vêtements. Et c'est là qu'est née Bonne Gueule, en tant que marque de vêtements. Et après, du coup, on a ouvert plusieurs boutiques, on en a 5 aujourd'hui en France. Et le propos de Bonne Gueule, ça a été de proposer une mode quotidienne, facile à porter, enfin... Voilà, on n'est pas dans des délires de créateurs qu'on ne peut pas porter au quotidien. Et surtout, avec un accent vraiment très particulier sur le choix des matières et sur la transparence et la pédagogie autour de toutes ces matières qu'on choisit. Parce que très régulièrement, on va chez nos fournisseurs les filmer, faire des reportages. Il y a plusieurs fournisseurs, on est les seuls en France à les avoir filmés. Là, d'ailleurs, en octobre, on va en Irlande filmer un artisan qui fait du tweed. Donc on est vraiment sur la promotion de savoir-faire textile. Ok, et sur la partie média, en fait, il y a donc le blog, il y a la télé YouTube. Vous êtes aujourd'hui sur la partie blog, 7 millions de visiteurs uniques par an. Oui. Donc, en fait, le premier média de recommandation sur la mode masculine, devant GQ, devant tous les magazines qu'on connaît. Ouais, ça a été presque une conséquence finalement, parce qu'on a une équipe qui est très passionnée, et effectivement, du coup, qui crée des contenus, qui même fait des vidéos avec beaucoup de passion. C'est des gens qui aiment vraiment le vêtement pour hommes. Et de fil en aiguille, au bout de plusieurs années, on est devenu leader, mais ça s'est presque fait sans le chercher en fait. Aujourd'hui, le média vous permet d'écouter les clients, d'écouter la communauté, et peut-être justement, est-ce que c'est parce que vous l'avez écouté, que vous avez compris quels étaient ses besoins, que vous avez créé la marque? Oui. Oui, il y a un côté, effectivement, le média, ça nous permet aussi de nous placer en tant qu'expertise. Ça nous permet aussi, c'est notre premier canal d'acquisition, forcément. Les gens souvent découvrent notre média avant de découvrir notre marque. Ça nous permet aussi de créer un lien très fort avec la communauté. Et moi, j'adore dialoguer dans les commentaires avec nos clients, c'est toujours hyper intéressant. Ça permet aussi d'avoir une veille du marché, parce que souvent les clients nous disent qu'est-ce que vous pensez de cette marque-là? Alors des fois c'est une marque que je ne connais pas et c'est hyper intéressant. Et c'est aussi comme ça qu'on découvre des marques avec qui collaborer. Donc le média il sert à faire plein de choses. Ok. Puisque tu tiens le micro, je vais te poser la question de la métaverse et en particulier du gaming. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu pourras envisager pour ta marque? Est-ce que c'est un monde dans lequel tu te projetterais? Sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même relativement inaccessible vu les coûts de production que ça représente. Oui. Alors, moi, je suis un grand fan de jeux vidéo, donc j'adorais qu'un jour un personnage de jeu vidéo porte du Bonne Gueule. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est réservé à des marques pas très produits, parce que Balenciaga, finalement, ils ont sorti que des hoodies, enfin que des vêtements logotés, donc c'est plus des skins, enfin dans le jeu vidéo, on appelle ça comme ça, des skins à acheter pour ces personnages virtuels. C'est plus un côté statutaire qu'un côté vraiment produit. Et aujourd'hui, les vêtements modélisés dans un jeu vidéo, c'est encore pas très terrible. On sait juste mettre un logo pour faire simple, reproduire à peu près une texture de jean comme on a vu chez Vans. Donc pour nous, c'est pas encore le moment, mais ouais, moi en tant que fan de jeux vidéo, j'adorais avoir un jour un personnage qui porte une chemise Bonne Gueule. Oui. Et vous, Kevin, Romain, c'est quelque chose qui vous tenterait? Vous vous projetez là-dedans? Ouais, alors honnêtement, j'ai découvert en partie cette tendance il y a quelques semaines, mois à peine, et c'est fou la vitesse à laquelle ça va. Je pense que
ouais, demain, je pense que ce sera une immense tendance. Je pense qu'on a aussi beaucoup de challenges à relever aujourd'hui qui vont au-delà de ça avant de pouvoir investir là-dessus. Mais l'impact et l'influence que ça aura est gigantesque. C'est toutes les jeunes générations et pas que les jeunes générations. Ce que tu disais, hein, 30% des adultes sont sur ces jeux-là. Le fait de pouvoir s'immerger dedans avec les produits, ça y répond. C'est même 2/3 des Britanniques qui déclarent avoir joué justement pour créer des relations avec leur famille, garder la relation avec la famille et les amis. Donc c'est vraiment beaucoup plus massif que ce qu'on imagine, parce qu'on les utilise en fait comme des réseaux sociaux. Et ça, vous pouvez imaginer que ça puisse se substituer aux réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui? En tout cas, nous, on va faire quelque chose qui est un petit peu entre les deux. C'est avec une société qui s'appelle Ariani. Et on va créer en fait des filtres sur les réseaux sociaux. Comme on lance beaucoup de produits en précommande, souvent les gens nous disent « Ah, j'aimerais bien essayer, voir à quoi je vais ressembler dedans ». Ce qui fait qu'on va avoir un filtre qui s'adapte totalement sur la personne. Et quand on aura des produits en précommande qui ne sont pas encore disponibles à l'essayage et ainsi de suite, ils pourront se voir dedans. Donc c'est une première étape que l'on peut faire. Mais, ouais. Kevin, pour Sync? Écoute, jeux vidéo, on n'y a jamais vraiment pensé. Après, je confesse, je joue à Fortnite. Pourquoi pas? Il y a eu un autre... il se rebooste peut-être, je sais pas. Il y a une autre tendance marketing dont je n'ai pas parlé parce qu'elle est déjà bien plus assise et bien plus connue, c'est le live shopping qui a pris vraiment la main en Chine de manière considérable, que ce soit à travers d'influenceurs physiques ou virtuels. Toutes les marques s'y sont mises, y compris les marques occidentales. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez considérer. Robin, tu considères, ou est-ce que déjà tu t'es mis au live shopping ou live streaming? Alors nous, on l'a fait, mais pas de manière ultra stratégique avec des influenceurs et ainsi de suite. On a toujours la même problématique. On est une marque, on est une DNVB, comme tu le disais, on est 100% digital. Donc on est une nouvelle marque, il y a énormément de questions sur nos produits, c'est quoi les tailles, c'est quoi les matières et ainsi de suite. Et nous, on l'a fait notamment, on a fait une collaboration avec Saint-James. Et le président de Saint-James est venu en live shopping avec moi, donc lui, vraiment un tout nouveau monde pour le coup sur Instagram. Sur Instagram, on a connecté nos deux comptes, ce qui fait qu'il y avait les deux communautés en même temps dessus. Et on a passé 1 heure en fait à expliquer pourquoi on a fait cette collaboration et ainsi de suite, et expliquer le vêtement. Et en fait, en live, il y avait énormément de questions. On a eu un peu plus de 10 000 participants sur la session, il y a eu beaucoup de monde. Et on avait plein de questions, en même temps on répondait, et on voyait que ça vendait aussi en même temps, donc je pense qu'il y a énormément d'impact. Oui, pour faire comprendre aussi la démarche, parce que la difficulté avec le monde digital, c'est que si on prend Instagram, Facebook et ainsi de suite, on a quoi? On a 15 secondes pour parler aux personnes. C'est la réalité, quoi. Il faut faire comprendre des concepts en 15 secondes. Donc quand on est une immense marque, comme Balenciaga, il y a un logo sur un sweat, voilà, ça peut aller. Ouais. Quand on doit expliquer une démarche ou expliquer la réalité, l'authenticité, la sincérité de ce que l'on veut mettre en œuvre, 15 secondes, c'est un petit peu court. Donc je pense que c'est des bons moyens justement pour aller au-delà de ça et expliquer vraiment comment c'est fait, d'où vient ce produit, les passionnés des matériaux et ainsi de suite, parce que ça fait la différence. Je te vois opiner. Oui, nous on le fait très souvent, effectivement. À chaque fois qu'on lance une capsule, parce que nous on ne fonctionne pas en collection, mais on lance une capsule, on en lance 1 ou 2 par mois. La veille, le vendredi soir, de 18h à 19h, je suis en live sur Instagram, j'en ai un prévu vendredi d'ailleurs, où je réponds à toutes les questions de nos lecteurs, enfin de notre audience, parce ils sont très curieux. Donc c'est Benoît, quel est le poids du tissu, quelle épaisseur, montre-moi la poche intérieure du blouson, c'est quoi le zip, est-ce que tu peux l'essayer pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'est des questions très concrètes autour du produit. Et 1 fois par mois, on fait un live un peu plus long, qui est un live pas trop shopping, où là avec Geoffrey, mon associé, on répond, souvent la communauté a beaucoup de questions à nous poser sur Bonne Gueule. Donc là on répond à toutes leurs questions, c'est du style comment va Bonne Gueule après le Covid, vous aurez tout dans vos ouvertures de boutiques, comment ça se passe les recrutements chez Bonne Gueule, etc. Donc c'est quand même assez bienveillant, j'ai l'impression, la relation toujours, avec les clients. Oui. Ouais, toujours. Ouais, parce qu'on redoute parfois cette relation, on peut se dire directe, justement sans filer si on est en live. Non, parce qu'il y a beaucoup de clients qui adoreraient parler aux fondateurs, ou même à la personne qui crée les produits. Enfin, pour eux, c'est un vrai plaisir, il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'il vous est arrivé aux uns et aux autres d'avoir recours à l'influence payante? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, essayé, et avec quel Kevin par exemple? Nous on l'a fait, oui. On a commencé comme ça, en pensant naïvement en fait que ça allait très très bien fonctionner, et on s'y est ramassé. On a dépensé beaucoup d'argent pour pas grand chose, avec les petits moyens qu'on avait au début. Et on s'est rendu compte au final que les meilleurs ambassadeurs, c'est nos clients.
Et on a fait des multiples en fait, de ROI et de ROS sur des opérations avec des clients qui mettaient en avant le produit et qui demandaient un code promo, qui avait une audience, mais qui consommait d'abord le produit. Et donc, il s'est avéré que c'était encore meilleur que ce qu'on faisait en payant. Du coup, on a arrêté le payant. Comment ça s'est passé? Tu peux nous décrire l'expérience payante, en fait? Comment tu es allé chercher l'influence? Qui, quoi, comment? Est-ce que tu es passé par une agence? Non, toujours en one-one, jamais d'agence, parce que je pense qu'on perd le lien. Et même avec des influenceurs payants, il faut quand même créer un lien. Il y en a pour qui c'est important. Et en fait, donc non, on l'a gardé de nous. On a fait une première grosse opération avec une influenceuse assez connue dans le fitness il y a quelques mois. On pensait faire beaucoup plus. Au final, on n'est même pas sur une opération blanche. Et c'est pas aussi profond et pas aussi vivant que quand c'est un client qui met en avant le produit, ou même du coup un influenceur, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont très suivis et qui consomment les produits Sync et qui les mettent en avant, du coup quand ils le peuvent. Et là, on a un meilleur retour. Par exemple, on voit beaucoup de personnes, de coachs, Chris et Amandine sur vos Instagram. Oui. C'est qui? C'est des gens qui sont de chez Sync? C'est deux ambassadeurs avec qui on a créé du coup en fait une relation de confiance depuis très longtemps maintenant, qui nous suivent, avec qui on échange, qui sont devenus du coup des amis et qui consomment le produit au quotidien et qui voudraient changer pour aucune marque. D'accord, mais tu les payes? On a une petite rémunération mensuelle parce qu'ils font du contenu et parce que ça prend du temps aussi, mais qui est ridicule par rapport à ce que. Et c'est eux qui sont venus à toi? Chris, oui. Amandine, on est venu vers elle. Elle s'est intéressée à la marque. Elle a tout de suite quitté du coup son ancienne marque et nous a rejoint. Et ouais. Mais c'est assez dingue parce que je crois qu'elle utilise les poudres Sync pratiquement tous les jours et qu'elle les montre pratiquement tous les jours sur son Instagram. Mais c'est ça en fait, c'est qu'on a eu le cas en fait d'une personne qui nous a mis en story un matin, donc je regardais du coup sur Instagram parce que je suis tout le temps sur le compte Instagram de la marque. Elle postait en fait une recette faite avec notre protéine en poudre et je vois que le lendemain elle fait la même chose. Troisième jour ensuite pareil. Je me dis bon il y a un truc, donc en fait je lui demande si elle veut un produit gratuit. C'est là que je me rends compte qu'en fait elle avait 60 000 sur Insta et 300 000 sur YouTube. Elle a demandé un code promo pour sa communauté. Elle a continué du coup à faire ses recettes, simplement par plaisir, parce qu'elle avait trouvé en Sync un produit qu'elle ne trouvait pas chez la concurrence. On a fait à peu près 600 ventes avec elle. D'accord. Ce qui est pour le volume Sync assez énorme. Ouais, qui est bien du coup, Ouais. et pour une opération qui n'a pas coûté grand-chose, à part 2 ans de R&D sur un produit qui Oui, est unique. c'est ça, c'est là. C'est ça. Mais oui. Oui, d'accord. Et toi, c'est aussi pareil chez Circle, je crois que vous avez un nombre d'athlètes qui viennent à vous directement. Il y a plusieurs niveaux. Déjà, c'est des ambassadeurs. Il y a influenceurs versus ambassadeurs. Nous, on est une marque de sport. On s'est dit, on ne va pas lancer des produits sur le marché sans les faire tester par des coachs sportifs, des runners, des profs de yoga et ainsi de suite. Donc en fait, la toute création, au tout début, j'ai juste lancé des surveys pour savoir si ça résonnait pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que plein de coachs sportifs et plein de futurs ambassadeurs sont venus vers moi. Et du coup, on a tout co-développé avec eux, en toute sincérité. Et ce qui est bien, c'est en fait qu'ils fassent partie du projet. Enfin, pareil, pour répondre à ta question initiale, non, pas d'influence payante en tout cas. On va leur donner des produits, des prototypes, ils vont les essayer, et ainsi de suite. Et en fait, on construit ça, ce qui fait qu'eux, ils savent parler de la marque, ils savent parler des produits et ils savent exactement comment ça se passe. Nous, ce que l'on fait, en revanche, c'est qu'on essaie de créer du contenu pour eux. On parlait de l'économie circulaire tout à l'heure, qui est un concept pas toujours facile. On crée des snacks pour eux, pour que derrière, s'ils veulent parler à leur communauté, ils aient comme ça du contenu qu'ils puissent partager. Donc ça, c'est comme ça qu'on a créé. On a même Myrto, par exemple, une ambassadrice qui était une ambassadrice Lululemon, qui ne se reconnaissait plus dans les valeurs, qui nous attrape à une salle de sport et qui dit « c'est vous, Circle et tout, je veux travailler avec vous, je veux faire des choses avec vous » et ainsi de suite. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, ces ambassadeurs, ils créent des événements pour nous. Donc là, ce matin, j'avais un cours de yoga chez Merci à Paris. C'est des ambassadeurs qui ont créé ce cours de yoga, qui inventent des nouvelles pratiques. On a un run dimanche, c'est un coach sportif qui va préparer une activation très particulière. Pour ça, on les rémunère
parce que D'accord. c'est aussi, voilà, c'est du temps, mais c'est eux qui viennent le proposer en fait. C'est eux qui viennent vers nous, ah, on peut faire ci, on peut faire ça. Et ça c'est génial parce que c'est l'authenticité complète et c'est leurs mots en fait. Ils vont parler de la marque, ils vont parler des événements par leurs mots et puis après ils vont partager autour d'eux. Et après, dans le sport, hein, qui est un secteur très proche du coup, il y a une barrière à l'entrée qui sont les méga sportifs, ce que tu disais, l'âge zéro presque de l'influence, mais qui dans le monde du sport est extrêmement présent encore. Et ce qui est génial, c'est que au début, j'ai créé Circle en me disant il n'y a pas de marque de sport en économie circulaire et responsable. Super, je le crée. Après, il y a des milliers de clients qui nous ont dit la même chose. Et là, aujourd'hui, on a vraiment des champions renommés mondiales qui sont champions du monde dans des sports très, très connus, qui nous écrivent directement en disant je ne me retrouve plus du tout dans les valeurs des Nike et Adidas qui peuvent me donner X millions par an et des produits. Je préfère m'investir dans un nouveau projet comme Circle. Comment on peut faire? Et là, du coup, après, c'est vraiment du cas par cas et on étudie ça. Mais ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, c'est des gens qui viennent vers nous, qui trouvent nos coordonnées. On ne sait même pas, quoi. Le matin, on a un email d'un champion du monde de C'est assez foot. dingue, mais en même temps, quand ces Et voilà. champions peuvent être payés 10 millions par des marques pour endorser des marques, comment tu vas te situer, toi, par rapport... tu penses qu'ils vont le faire de manière bénévole, juste parce qu'ils aiment le produit, par un partage de passion? Je vais prendre l'exemple de Roger Federer. Un exemple clair. Nike lui proposait 10 millions par an. Il a refusé le contrat et il a investi dans Unrunning, qui est une autre marque de sport, pour prendre 3%. Ces 3% aujourd'hui, ça lui a rapporté 300 millions d'euros. Voilà. Le calcul est vite fait. C'est ça. On a moins d'argent que des majors, évidemment, c'est une barrière à l'entrée. En revanche, on peut les impliquer dans un programme entrepreneurial et derrière, peut-être les faire monter à bord de Circle parce que leur carrière, elle a aussi une limite. Donc voilà, c'est un projet totalement différent. Et pour toi, Benoît, comment ça se passe? En fait, il y a aussi, c'est comme ça, des ambassadeurs naturels qui viennent et qui ont tendance à remplacer l'influenceur traditionnel? Oui, beaucoup, beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, moi, le jour où j'ai eu un choc, c'est quand il y a eu quelqu'un qui a fait un unboxing de notre manteau sur YouTube. Où là, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, ça y est, on est une vraie marque, entre guillemets. Parce qu'on en parle sur... on fait des unboxings sur YouTube. Et nous, on fait pas d'opération payante avec des influenceurs. Par contre, on peut envoyer quelques produits. Mais on choisit surtout des micro-influenceurs parce que je les aime bien, ils sont souvent très passionnés, très respectueux du produit, ils le comprennent, ils sont curieux, leur communauté aussi. Et moi, je me reconnais un peu dans ces gens passionnés qui font des choses à leur petite échelle, juste guidés par l'envie de partager leur goût du produit. Donc c'est plutôt comme ça qu'on fait. Et effectivement, j'ai encore jamais entendu une campagne payante avec un influenceur qui a vraiment rapporté pour le coup. Et là, vous faites que confirmer ce que j'ai pu entendre à droite à gauche. Parce que finalement, un jour on ramasse et puis un jour on perd en fait. C'est un peu comme une loterie. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que toi, tu as quand même 14 ans de boîte, c'est ça? Donc on est quand même plutôt des jeunes marques et je pense que le rapport quand on va contacter, enfin les gens nous contactent, n'est pas le même qu'une grande marque. Donc après, ce qui est intéressant, c'est comment une grande marque peut activer ces leviers-là. Et je pense que la première chose, c'est ce que tu disais aussi, c'est la proximité. En fait, si tu es proche de ta communauté, en fait, il faudrait que la personne parle à une autre personne et que la personne ne parle pas à une marque. Et à partir de là, on parle des sujets d'égal à égal. Et de toute façon, le sujet de l'argent ne vient pas sur la table, quoi. Mais pour des grandes marques, le sujet doit être un peu différent. Oui, parce que le fait est que vous pouvez encore vous permettre de parler directement. Mais ceci dit, Benoît, tu le fais encore après bien sûr, ouais. Moi, ça m'aide beaucoup et c'est un truc que j'adore faire. Et à ce titre, on a nos 200 meilleurs clients, on les a invités sur Slack, qui est un logiciel de messagerie interne, où là, ils nous posent directement plein de questions sur les produits. Et moi, j'y réponds assez souvent. Ça me stimule beaucoup, j'aime beaucoup. Okay. Donc en fait, c'est vraiment une relation de partage, de considération et d'écoute réciproque. Et c'est un partage de valeurs aussi, j'ai l'impression. Et votre mission est garante de l'efficacité du message. Mais aujourd'hui, dans un monde où le message transparence, authenticité est activé par à peu près toutes les marques, comment vous faites pour le faire vivre vraiment et pour faire la différence? Il faut le faire vraiment en fait. C'est-à-dire? Il faut vraiment que ça soit l'un des fondateurs qui parle à sa communauté. Il faut vraiment que ça soit lui qui répond de temps en temps à des messages. À chaque fois, l'objection qu'on me soulève, c'est mais j'ai pas le temps de le faire. Et moi, à chaque fois, je dis si tu as le temps de répondre à un mail, tu as le temps de poster un petit message pour répondre à un client sur Instagram, par exemple.
Donc moi, ça m'arrive très souvent sur Instagram de répondre par des messages vocaux à mes clients ou à mes lecteurs. Ouais, puis je pense qu'effectivement, le live, pour moi, c'est super parce que c'est vraiment une forme très spontanée de communication. Et là-dessus, il ne faut pas hésiter. Et je sais que les marques sont très, très, très frileuses. Mais ça fait des années que je dis qu'à un moment, il va falloir s'y mettre, pour le coup. Parce que les gens ont de plus en plus envie d'authenticité, de parler à un autre humain, en fait, tout simplement. Un autre humain qui a un projet, qui a une vision et qui les inspire. C'est sensible pour toi aussi, Bien sûr. Gilles ? Oui. Il y a un besoin de transparence. Oui. Comment tu fais la différence avec une marque traditionnelle ? À ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez toi plutôt qu'aller ailleurs, qu'ils ont envie de s'adresser Alors nous, la grosse différence, c'est le produit. C'est-à-dire qu'il y a le côté gustatif en fait dans ce qu'on fait dans la food. Et on n'a pas d'équivalence en fait en produit plant-based, ce qui fait que les clients trouvent en nous déjà une réponse à un besoin et un problème qu'ils avaient déjà. Donc déjà en fait on les enchante par ce côté-là. Après de voir que c'est une marque qui a été créée par des consommateurs, du coup ça les touche encore plus. Et ils sont vachement demandeurs du coup du sourcing, de ce qu'on va développer comme autre produit. Et du coup ils sont beaucoup fidèles. Je pense qu'en effet, les lives, c'est une bonne solution pour rester connecté avec eux. Moi, je réponds tout le temps, dès que je le peux, en fait, sur le Insta de Sync, en plus du Customer Care. Mais pour rester en contact, rester connecté, je réponds des fois aussi en vocaux. Je pense que c'est hyper important. Et ça, cette relation, tu la vis aussi Ouais, toi, tu viens d'arriver, donc les valeurs, tu es encore en train de les expliquer, de faire beaucoup de pédagogie. Ouais, nous, on est sur un marché où... Mais sur un marché, voilà, où tout le monde je parle. dirais qu'ils ne savent pas sortir un produit sans écrire green dessus. C'est ça. Donc c'est ce que tu disais, c'est le faire vraiment. Et si on fait vraiment les choses avec sincérité et avec nos valeurs, ça transparaît après partout. Donc c'est dans les questions, les feedbacks. Nous, on fait moins de live Instagram. En revanche, on a un rendez-vous par mois parce qu'on a énormément de questions. Et en fait, c'est quand même légèrement chronophage quand il y a une cinquantaine de questions, centaines tout le temps. Donc en fait, on organise un Zoom 2 fois par mois où on invite tous les gens qui ont des questions à pouvoir y participer. Et ce qui fait qu'on a souvent une cinquantaine, centaine de personnes. Et ce qui fait qu'on est aussi dans un cadre un tout petit peu plus, ça peut ressembler un peu à ce que tu fais sur Slack en fait, sauf qu'on est en vidéo. Et on est dans un cadre un petit peu plus serein, un peu moins speed aussi que la vidéo d'Instagram qui peut sauter, qui peut mal capter. Et d'avoir des conversations vraiment plus poussées. Donc on fait ça 2 fois par mois. Ça marche très bien. Et il y a aussi, on en fait certains pour les demandes C'était super intéressant aussi des mémoires. Tu parlais des jeux vidéo, donc les jeunes, on a eu à peu près une centaine de demandes pour « je veux rédiger mon mémoire, je veux parler de vous ». Et c'est là où je me suis dit « oula, je ne vais pas faire 100 fois 1 heure ». Et on a fait des rendez-vous comme ça. Et c'est comme ça qu'après, on a eu plein de questions sur plein d'autres sujets qu'on a étendu sur Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit sur LinkedIn, effectivement, plein de gens qui disent « j'ai fait mon mémoire sur Circle » et qui le publient avec fierté. Et c'est super important. C'est un bon signe de se dire, tu as tous les étudiants des grandes écoles qui te contactent pour dire « je veux parler de ce phénomène et de la marque ». Et il faut qu'on prenne le temps de leur expliquer justement parce que tous ces gens-là, ce seront les vrais ambassadeurs quand ils en parlent demain. Mais ça veut dire qu'en fait, l'influence, c'est surtout du bouche à oreille pour vous. Oui ? Complètement. Oui, quand même. Ouais. C'est la conséquence aussi d'un bon produit. Comme je pense que Kevin, toi, tu incarnes ça parfaitement finalement. Ouais, en fait, oui. Notre meilleur canal d'acquisition, c'est le bouche à oreille, c'est le parrainage. C'est vrai que quand le produit est bon, on n'a pas envie de le quitter. En plus, dans notre domaine, comme c'est de la food, manger un produit tous les jours de façon répétitive, si le produit n'est pas bon, on n'a pas forcément envie. Et au final, quand on va trouver le bon produit, on y reste. Et du coup, on va convaincre en fait ses collègues, sa famille. Et c'est comme ça qu'on fait 80% de notre acquisition. Oui. Non, mais si tu regardes, vous devez tous connaître le funnel d'acquisition AA, RRR. Le dernier R, c'est le referral. Pour qu'il y ait ça, il faut que la personne ait eu un bon produit, une bonne expérience lors de son achat, une bonne expérience quand elle a eu un point d'interaction. Et là, c'est referral. Et là, c'est tout gagné parce que ça veut dire que la personne est totalement alignée avec nos valeurs, qu'elle a testé, aimé le produit, elle pourra en parler mieux que personne. Et ça ne coûte rien, entre guillemets, quoi. Enfin, il faut quand même animer la communauté. Faut l'animer, c'est du temps, c'est du contenu.
mais c'est basé sur du concret, quoi. C'est basé sur des vraies valeurs. Et comment vous encouragez les talents créatifs de la communauté, justement? Qu'est-ce que vous faites? Tu disais tout à l'heure que tu avais justement des rendez-vous spontanés qui se créent. Alors ça ne peut pas partir dans tous les sens. Comment vous structurez ça? On les laisse assez libres, et ce qui est marrant, c'est que dans nos ambassadeurs, il y a des styles totalement différents, mais il y en a qui viennent vers nous pour dire on peut faire une web série pour parler de ce sujet de la circularité. Ah oui, pas tant. Ils viennent et ils nous disent, si tu veux, j'ai du budget. Il y en a même une qui est venue, qui est allée voir un producteur, et ils sont venus nous montrer les rushs. Voilà, on peut faire une mini-série là-dessus. Oui, donc c'est vraiment des créateurs de contenu pour vous qui vous économisent des agences, de la réflexion, du temps. Exactement, c'est ils qualitatif. sont super créatifs. Là en plus, aller voir celui qui fait notre contenu habituel pour justement que ça rentre dans les codes de la marque. Mais oui, c'est dans l'animation, ils ont l'habitude de recevoir du contenu, d'en créer, et du coup c'est stimulant. Il y a des groupes WhatsApp aussi avec tous nos ambassadeurs. Donc à chaque fois, il y en a qui gagnent des courses, il y en a qui font des cours de yoga, il y en a qui font du contenu. Tout le monde voit ça et ils partagent. Et en fait, c'est une vraie émulation. Et finalement, en fait, je pense que là où même on va réussir le step d'après, c'est quand ces ambassadeurs se saisissent de la propre animation de leur communauté et entre eux. Et ça veut dire que maintenant, nous, les groupes WhatsApp qu'on a créés, on n'intervient même plus dedans, en fait. Ils vivent d'eux-mêmes, ils se stimulent, ils se créent des événements entre eux, ils se retrouvent, ils réunissent leur communauté, et à chaque fois, ils parlent de Circle. En fait, c'est même un critère de réussite pour une marque, surtout pour une DNVB, c'est d'avoir réussi à créer du lien entre les clients. Habituellement, on arrive à créer du lien entre la marque et la masse des clients. Il y a un travail supplémentaire qui est fait par les DNVB qui crée du lien entre chaque client de manière individuelle, comme ils peuvent répondre à chacun, et aussi de laisser vivre la communauté des clients entre eux et qu'ils puissent interagir et qu'il n'y ait pas derrière un contexte financier, mais un contexte vraiment juste d'entraide ou d'entertainment, de faire des choses ensemble. Et c'est là en fait qu'on voit, c'est vraiment un critère de réussite pour les marques en fait, quand elles laissent vivre les ou la communauté toute seule et que la communauté s'anime toute seule du coup. Et maintenant j'aimerais, avant qu'on conclue, Benoît, avoir ton point de vue d'influenceur. Comment tu travailles avec les marques? Quelle est ta ligne éditoriale? Comment tu décides des marques avec lesquelles tu vas travailler? Est-ce que tu te fais payer pour ça? Non, et alors ma réponse va être très décevante parce que finalement, on travaille qu'avec les marques qu'on aime, tout simplement. Et moi, de plus en plus, d'ailleurs, je préfère travailler avec les micro-marques parce que le fondateur est facilement accessible. C'est moins pénible, il n'y a pas d'équipe marketing avec lesquelles il faut négocier. Donc de plus en plus, je préfère les toutes petites marques. Très passionné, c'est beaucoup plus simple. Donc, nous, à chaque fois, notre message, c'est toujours le même. Les marques qui veulent qu'on parle d'elles sur Bonne Gueule, on dit écoutez, vous inquiétez pas, nous, on a pris connaissance de votre marque. Si l'équipe, ça lui plaît, elle en parlera. On ne peut pas vous dire quand, on ne peut pas vous dire comment, mais voilà, comme ça, on préfère rien promettre et ne surtout pas se faire payer parce que c'est hyper important pour nous qu'on reste indépendant parce que notre capital confiance repose aussi beaucoup là-dessus. Et on parle vraiment de marques qui parfois ne nous ont pas contactés, c'est uniquement de marques qu'on aime. D'accord. Et sinon, je trouve que ça ne marche pas très bien en fait. Une marque qui nous contacte et avec laquelle qu'on va présenter sur le média, si on n'est pas réellement passionné, ça se voit un peu dans le contenu et ça manque de ce petit truc en plus qui fait qu'on va prendre plaisir à lire l'article. Est-ce qu'une marque contemporaine, elle participe forcément à construire une société meilleure et à construire des êtres humains meilleurs? Vous avez 10 minutes chacun. Alors, je dirais que ce n'est pas les marques qui vont faire ça, mais c'est leur tribu. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que tu disais, c'est que nous, on a des valeurs, mais nous, on va étaler nos valeurs et c'est nos communautés qui vont se saisir de ça et c'est eux qui vont faire ce changement-là. Et c'est en se réunissant, en se parlant entre eux qu'ils vont pousser nos valeurs bien plus grands et ils peuvent changer une société par leur acte d'achat, par leur vie au jour le jour. Moi, je rejoins Romain, je pense que c'est ce que tu construis avec ta communauté qui fait qu'en fait, tu vas participer à un monde meilleur. Nous, on le voit sur la connexion entre le corps et l'esprit, qui est hyper important parce que tu es ce que tu manges. Le sport, c'est bien, mais l'alimentation, c'est encore plus important. Et on s'en rend compte. Et au final, on a j'allais prendre tout à l'heure l'exemple des recettes. On a beaucoup de nos clients qui font des recettes avec la protéine en poudre. Et au final, les clients se les repartagent entre eux, en fait, en taguant la personne qui a fait la recette. Et ça fait effet boule de neige, en fait. Et les gens commencent à mieux manger, les gens commencent à
prendre conscience qu'il faut prendre des produits qui sont qualitatifs et qui sont meilleurs pour ta santé. Donc oui, de par là, je pense qu'on aide aussi. Moi, je crois beaucoup au modèle. Enfin, je pense que les marques les plus, celles qui vont réussir, c'est celles effectivement qui transforment les gens. C'est la marque qui va donner envie aux gens de se mettre à la course à pied. C'est la marque qui va donner envie aux gens de mieux manger. Et effectivement, on a beaucoup parlé de marques inspirationnelles. Moi, je crois plus aux marques transformationnelles, finalement. D'accord. Quelle différence tu fais entre aspirationnel et transformationnel? Transformationnel, pour moi, il y a vraiment un côté on change de vie, en fait. Une marque d'outdoor, c'est une marque qui va donner envie à quelqu'un d'aller en montagne, alors que avant, la personne ne voulait pas bouger de chez elle, simplement en proposant des produits qui donnent envie de sortir de chez soi. Et l'inspirationnel, pour moi, il y a un côté rêve qui ne se matérialise pas tout à fait. Ok, c'est très clair. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on a bien compris qu'à l'origine, il fallait un bon produit que les gens ont envie d'utiliser, dont ils ont envie de parler, et qui les passionne autant qu'il vous passionne vous, qu'il fallait qu'il y ait une marque incarnée, qui soit concrètement dans la relation, dans le dialogue avec les clients. Et puis après, finalement, on attire à soi des passionnés qui partagent les mêmes valeurs et qui font le travail d'influence très très humain finalement, très humaine-centrique. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On a un petit peu de temps pour y répondre. J'imagine que oui. Ne soyez pas timides. Voilà, une question. Bonjour, merci. Juste, on parle beaucoup, sans offense, de petites marques. Comment vous voyez les choses sur des marques qui ne sont pas forcément incarnées par des fondateurs, qui sont peut-être des marques de grands groupes? Pour vous, comment ils doivent se positionner sur l'influence? Pour moi, il faut qu'elles se mettent beaucoup en risque, en fait. Ça va être Balenciaga qui prend le risque d'aller dans un jeu vidéo. Ça va être Prada, d'ailleurs, justement, qui avait fait une campagne avec des personnages d'un autre jeu vidéo il y a quelques années. Ça va être une marque qui va recruter un designer qui vient du milieu du streetwear, comme l'a fait quelques années Louis Vuitton. Mais pour moi, oui, dans le cas d'une grande marque, elle est obligée de prendre un risque assez énorme pour vraiment créer une vraie influence, complètement. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Après, au-delà de l'incarnation de la personne en elle-même, si on cite une marque, il y a des valeurs qui transpirent de cette marque. Donc c'est comment on peut mettre en avant ces valeurs-là et aller parler aux gens. Tu parlais de transformation, je suis tout à fait d'accord. Les gens ont envie de se mettre à la course à pied, on les aide. Donc votre marque a des valeurs. Parler de ces valeurs plutôt que de vos produits et les gens vont s'attacher à ça en fait. Ouais. Je crois que le meilleur exemple qu'on puisse citer, les deux meilleurs exemples, c'est finalement Apple. Steve Jobs a parfaitement incarné sa marque depuis le début et c'est ce qui a créé ce signe différent. C'est parce que lui, il pensait différemment, il pensait out of the box et il l'a démontré pendant toutes ses keynotes et toutes ses prises de parole. Mais on peut aussi penser au fondateur Yvan Chouinard de Patagonia, qui a incarné sa marque et qui a même écrit un livre sur sa marque et sur son parcours. Donc je ne pense pas que le fait il y a une taille critique à partir d'un moment où on ne peut pas incarner la marque. Et je pense au précédent patron de Danone qui a incarné parfaitement le groupe, qu'on le veuille ou non. Faber incarnait Danone dans l'esprit des gens. Est-ce qu'il y a une autre question ? Allez, ne soyez pas timide, profitez qu'il y a un petit peu de temps et qu'on soit tout à vous. Je peux t'en poser une, du coup? Ah oui. Bon, on va se poser des questions entre nous, comme ça. C'est un peu une blague. Alors, du coup, comme tu es influenceur et que tu as une marque, est-ce que tu te payes en tant qu'influenceur quand tu parles? Non. En plus, le propos de média, du média Bonne Gueule, ça a toujours été de rester hyper indépendant, de jamais faire d'affiliation, jamais faire d'articles sponsorisés. On n'a jamais fait d'opération payante, en fait. Oui, mais c'est une vraie question parce que justement, maintenant, il faut qu'on clarifie ce qu'on est, parce qu'on est à la fois une marque, on est aussi un média. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup le Bonne Gueule en tant que média, mais qui ne savent pas forcément qu'on a une marque. Nous, on a une boutique à Lyon depuis bientôt 3 ans, je crois, 4 ans. Et ça me rend fou de voir qu'à Lyon, il y a encore des gens qui découvrent qu'on a une boutique.
comme c'est arrivé la semaine dernière. C'est pas normal. Donc c'est un peu les limites du modèle que nous, c'est un peu un de nos grands challenges. C'est vraiment clarifier qui on est et vraiment de se poser vraiment en tant que marque. C'est vrai que c'est à la fois une chance, un bénéfice, et à la fois ça peut être une difficulté. Et il y a très peu de marques médias vraiment dans le monde aujourd'hui, et la plupart sont des DNVB. Il y a peut-être 2 exemples que vous connaissez. Le premier, c'est Glossier, qui est né donc la marque de cosmétiques, la DNVB de cosmétiques américaine, qui est née d'un blog qui s'appelle Into the Gloss, dont la fondatrice, Emily Weiss, dit que le blog est le bras armé de la marque, c'est-à-dire que ça lui a permis de recruter ses premiers clients, mais également d'aller faire de la coproduction en fait, de ces produits. C'est-à-dire qu'elle a interrogé les gens qui étaient sur ce blog, et ça lui a permis de créer ses premiers produits et d'activer une communauté qui était déjà captive, et qui était capable de bouche à oreille. Et la deuxième marque qui me vient à l'esprit, c'est Goop, la marque de Gwyneth Paltrow, qui pareil, qui est un média à la base, sur lequel elle fait de la curation, et qu'elle fait aussi il y a une rédaction, il y a de la curation de produits, et petit à petit, de l'écoute de sa communauté, elle crée ses propres produits. Et quand vous créez vos propres produits, d'abord ils conviennent mieux aux clients, et aussi vous pouvez récupérer un certain nombre de marges. Donc ça vous permet d'arriver à des équilibres financiers un petit peu plus rapidement. Donc c'est vrai que la difficulté, c'est que souvent, pour créer un site internet qui soit à la fois un très bon média, une très bonne plateforme média, et à la fois une plateforme, un e-shop avec une vraie expérience, c'est un défi encore aujourd'hui technologique. Et même Glossier est passé par là. Et il y avait pas mal de clients jusqu'à peu de temps de Into the Gloss qui ne savaient pas que Glossier était la marque qui était accolée aux médias. S'il n'y a plus de questions... il y a une question, merci beaucoup. J'ai l'impression que la croissance de vos marques, elle est finalement très organique et vous comptez finalement beaucoup sur le bouche à oreille. Est-ce qu'à un moment, vous faites aussi du paid, que ce soit du search, des social ads voilà, est-ce que ça, vous l'intégrez aussi dans votre réflexion? Notre objectif, c'est que l'organique ait une place le plus importante possible dans notre mix marketing. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, en ce qui concerne Circle, oui, il y a toute une palette de leviers à activer, que ça passe par du physique avec les événements, du SEO. Bon, là, on est un expert avec le blog, je suis moins expert que lui. Mais oui, il y a tous les leviers du marketing. Après, comme on a moins d'équipes ressources marketing, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Du coup, c'est vite apprendre de chaque levier, qu'est-ce qui marche le mieux, quelle est la rentabilité de chaque levier. Et on mise à fond sur ce qui marche bien et qui est en lien évidemment avec nos valeurs et ainsi de suite, mais le pouvoir de la communauté est gigantesque et c'est pour ça qu'aussi tous les grands groupes sont allés sur de l'influence au départ et même de la micro-influence parce que ça marche aussi pour des grands groupes, peut-être pas sur le même type de relation, mais oui, c'est un des leviers du mix. Plus il est élevé, mieux c'est. Mais nous, par exemple, on a 70% des ventes qui sont organiques aujourd'hui, vraiment Google organique ou en referral, quoi. Kevin, toi tu fais un petit peu de paid? Un petit peu, tout petit peu, mais volontairement pas beaucoup, parce qu'on a toujours privilégié du coup le bouche à oreille ou le referral, parce que pour moi le ad c'est de la dope. Ça marche pour accélérer du coup l'acquisition de nouveaux clients, pour faire connaître sa marque, mais quand on dépend que du paid pour croître, on est sur un système qui est pas vertueux et qui n'est pas le nôtre en fait. J'aurais plus l'impression d'acheter mon client plutôt que de réellement lui proposer un produit qui lui convient. Après, il y a un besoin de visibilité évidemment. Mais non, ça représente très peu en fait, nous, notre acquisition, et tant qu'on peut, on ne l'augmentera pas, on ira chercher d'autres canaux, mais il reste quand même du coup essentiel dans certains points. Nous, on s'est mis à en faire, ouais, effectivement. On a un marché dont la pression concurrentielle s'est beaucoup intensifiée. Donc, nous, comme Romain, l'organique, le média, ça doit rester le cœur de notre acquisition. Mais pour autant, il ne faut pas se priver aujourd'hui de tous les moyens qu'on a. Oui, et puis vous avez plus d'ancienneté, donc vous avez quand même une base client qui est plus large, que vous connaissez mieux, donc plus facile d'être plus granulaire en fait dans les achats.
d'espace Exactement. média. Donc tout ça participe aussi. Faire des achats médias au lancement d'une marque, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment, on peut tester des choses, mais les retombées sont assez faibles. Ouais, exactement, tu as tout bien résumé. Voilà. Et l'autre sujet aussi, c'est que il faut faire attention au matraquage publicitaire quand on a des valeurs d'authenticité et de transparence. Ça peut très vite être très mal perçu par les clients qui se sentent envahis et justement qui disent bah, « je ne comprends pas, vous êtes en train de me dire que vous réduisez vos marges en réduisant vos nombres d'intermédiaires, vous faites très attention à vos budgets marketing et d'un autre côté, tous les jours, on est exposé 2 ou 3 fois. Ça peut être très compliqué. » Il y a aussi le fait que l'acquisition de payante est de plus en plus chère maintenant. Aussi. Et si on veut un modèle rentable, on ne peut pas dépenser uniquement sur l'ADS. Oui, la question de la rentabilité est très forte, effectivement. Et on n'est pas du tout sur les mêmes coûts d'acquisition. On est sur des coûts d'acquisition qui sont beaucoup plus faibles que les modèles traditionnels. Justement parce qu'il y a cette habilité à travailler le média social et l'acquisition naturelle avec beaucoup plus d'agilité dès le départ. Est-ce qu'on a une dernière question ? Ouais, une petite question pour finir. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez beaucoup de l'importance du pouvoir de vos communautés. Vous parlez de tribus. Quand vous voyez qu'il y a une tribu qui prend beaucoup d'ampleur sur la prise de parole de votre marque, est-ce qu'il y a un moment où vous allez ressentir un risque, une crainte sur la perte de contrôle de la parole de votre marque? Et si oui, est-ce que vous en avez déjà vécu? Excellente question. Moi, je l'ai jamais vécu en tout cas. Moi, j'ai pas vécu non plus de débordement. À la limite, moi, j'ai pas de souci à ce que la voix de la tribu soit encore plus importante. Après, ils se nourrissent aussi de nos mots. Comme on est très proche d'eux, entre guillemets, c'est les informations que l'on va passer. Donc finalement, c'est ça qui va prendre plus d'ampleur. C'est pas d'autres termes. On n'est pas des marques qui vont avoir des fake news où des gens vont s'en emparer, vont dire des mauvaises choses dessus. On a un peu moins ce risque-là. Mais justement, et les gens prennent la parole dessus, les tribus prennent la parole dessus. C'est aussi notre rôle je parlais des snacks, je crois, au tout début. On donne des snacks 1 fois par semaine à nos tribus. On a plein de groupes WhatsApp en fait, privés par centre d'intérêt avec des 200, 300 personnes à chaque fois. Et on les nourrit comme ça en fait. Et on donne plein d'infos. Et toutes ces infos, ils les digèrent. Parfois, ils en reparlent, parfois, ils n'en reparlent pas. Mais après, ça s'observe comme quand tu vois que quelqu'un commence à faire 3 recettes. On a les yeux rivés sur un petit peu tous les canaux. Donc s'il y a des débordements, il faudra réagir à ce moment-là. On l'a observé quand même sur certaines DNVB américaines qui prenaient des valeurs, encore une fois, d'éthique et de transparence et qui, dans des problèmes plus de gestion humaine, de ressources humaines, ou des problèmes de refus de syndiquer leurs prestataires, ont vu des gros retours de bâton de la communauté qui ont dit écoutez, les valeurs, ça doit se respecter de A à Z. Ouais. Et là, des vrais désamours, ça fait vraiment très mal. Donc moi, je pense que c'est une très bonne question et qu'il faut rester toujours assez vigilant à être très aligné sur ces valeurs de A à Z, c'est-à-dire y compris en termes de gouvernance, y compris en termes de gestion humaine, etc. C'est-à-dire que vraiment le diable se cache dans les détails. Il y avait eu un petit cas avec le slip français. Hein. Avec le slip français, avec Everlane. Ouais. On l'a connu effectivement quand même. Plus on est transparent, plus on risque effectivement au moindre problème d'avoir un retour de bâton de la communauté. Je crois qu'on va arrêter là. Je voyais qu'il y avait une question après, mais on est vraiment disponible pour y répondre pour vous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Révolution
révolution culturelle, une révolution qui a changé notre rapport au temps, notre rapport aux choses, notre rapport aux autres. There's never been a better time to work in digital marketing. There's so many new, exciting technologies and platforms and tools.